Bienvenue à vous tous, amis auditeurs de Radio Maria, et nous vous souhaitons donc une excellente condition d'écoute sur la fréquence mariale. C'est votre programme psychologique. Voici mon problème avec notre invité de tous les jours, Papa André, que je salue. Bonjour Papa André. Bonjour Maman Régine, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va continuer donc à exploiter ces grands thèmes, comprendre et gérer les phénomènes du transfert dans notre vie quotidienne. La suite, les sous-thèmes d'aujourd'hui que nous allons aborder aujourd'hui, position des vies et gestion du transfert. Voilà, vous avez la parole pour l'exposer. Merci beaucoup Maman Régine. Alors, rappelons d'abord très brièvement ce que nous avons échangé la fois dernière. Le transfert est une transposition de l'expérience de nos relations primitives sur nos relations actuelles. L'expérience de nos relations avec nos parents et de façon particulière avec notre mère. Cette expérience nous a tellement marqués qu'elle est restée pour nous le prototype de toutes nos relations ultérieures. Dans nos relations interpersonnelles, nous avons inconsciemment tendance à nous comporter comme nous nous comportions jadis avec nos parents. C'est cela donc le transfert. Il s'agit d'un phénomène plus ou moins présent dans toutes sortes de relations. Entendu au sens strict, le transfert concerne toutes sortes de relations d'aide, celles qui existent entre un expert comme un psychothérapeute, un assistant social, un chef d'établissement scolaire par rapport à ses élèves, un pasteur par rapport à ses ouailles, eh bien, un expert avec une personne en difficulté qui a besoin d'être orientée. Au sens large, le transfert concerne toutes les relations de la vie quotidienne. Le transfert peut être positif ou négatif. Il est positif lorsqu'il favorise la cohésion entre les personnes impliquées dans une relation, et négatif s'il est de nature à empêcher la relation d'évoluer harmonieusement. Pour notre causerie d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer essentiellement sur deux questions. Première question, quel est le contenu de notre transfert? Deuxième question, comment gérer le transfert? Commençons donc par la première question. Quel est le contenu de notre transfert? Qu'est-ce que nous héritons exactement de l'expérience d'enfance dans notre relation avec nos parents et qui nous accompagnerait dans toutes nos interactions avec l'environnement? Pour faire simple et bref, ce que nous héritons de l'expérience de nos interactions avec nos parents est ce qu'on appelle la position de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? La position de vie est la conviction de base de la personne au sujet d'elle-même, au sujet des autres et de la vie. Elle est la manière de se considérer soi-même, de considérer les autres, le monde et la vie. Elle est comme une fenêtre, la fenêtre à travers laquelle le sujet se voit lui-même, voit les autres, voit son environnement, voit toute la vie. Cette conviction de base, n'est pas forcément consciente. Elle est comme la conclusion que l'enfant a tirée de l'expérience de sa relation avec les figures parentales, la mère en particulier, conclusion à partir de laquelle il a fait un choix de vivre, d'orienter, de s'orienter, de considérer les autres d'une certaine manière. C'est cela la position. Position ici signifie le choix, un choix que le sujet enfant a fait. Concrètement, suite à l'expérience de relation avec sa mère, l'enfant en vient à conclure ceci. Je suis quelqu'un de bien, ou je ne suis pas quelqu'un de bien. Maman, ça c'est d'une part, et de l'autre part, maman est quelqu'un de bien, ou maman
n'est pas quelqu'un de bien. De façon technique, on dit simplement « je suis OK, tu es OK ». Je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. Je suis OK, ça veut dire je suis quelqu'un de bien, etc., etc. Je suis quelqu'un de bien signifie je suis bon, digne d'estime et de confiance, digne d'être aimé et accepté inconditionnellement, digne d'être compris et d'être servi. Et maman est quelqu'un de bien signifie maman est bonne, digne d'estime et de confiance, digne d'être aimée sans condition, digne d'être comprise et d'être servie. Cette conclusion sera ensuite généralisée à l'échelle de toutes ces relations, à l'échelle de la vie et du monde. On dit que c'est entre 3 et 7 ans que l'enfant fait son choix et opte pour une position de vie donnée. Il existe 4 positions de vie pouvant se résumer par 4 formules. La première formule, donc, la première position de vie, c'est « je suis OK, tu es OK ». Cette position est le résultat d'une relation mère-enfant globalement positive. C'est donc la position qu'on appelle la position des optimistes, la position des princes et des princesses, des personnes qui savent s'estimer et estimer les autres à leur juste valeur, des personnes capables de se prendre en charge, de s'occuper aussi normalement d'autrui, personnes capables de collaborer, de donner et de recevoir d'autrui. Ce sont des personnes qui sont conscientes de leurs capacités, mais aussi de leurs limites. Qui sont conscientes qu'elles sont capables de se tromper, mais aussi de faire de bonnes choses. Elles sont conscientes que la vie comporte des échecs, mais aussi des réussites. Que dans la vie, dans le monde, les méchants existent bien sûr, mais les bons aussi. Ça, c'est la première position. Je suis OK, tu es OK. Deuxième position de vie. Je suis OK, tu n'es pas OK. C'est la position de ceux qui pensent qu'ils dépassent les autres en valeur et en dignité. Elle implique donc l'élimination, la négation de l'autre. Pour cette raison, cette position est dite position des homicides et des arrogants. À titre d'exemple, le paranoïaque, le narcissiste se retrouve dans cette position. Je suis OK, tu n'es pas OK. C'est la position caractérisée par donc le dénigrement et la sous-estimation de l'autre. C'est la position de ceux qui se croient au-dessus des autres, ceux qui exploitent les autres, qui considèrent autrui avec condescendance, qui pensent qu'autrui est incapable de réussite, de succès, car il n'y a que un seul capable de réussir. Il faut cependant noter que, dans nos interactions au quotidien, cette position n'implique pas forcément de l'agressivité. Elle peut certes s'exprimer avec agressivité et violence, une arrogance caractérisée, une extravagance comme ça, ostentatoire, mais aussi par un souci permanent de vouloir s'occuper un peu trop d'autrui, avec toutes les bonnes intentions, n'est-ce pas? Comme si autrui était incapable de se prendre en charge. Comme si on voudrait vivre à la place d'autrui. Faire la vie à la place d'autrui. Cette position caractérise en particulier les parents qui pensent qu'ils peuvent prendre des décisions à la place de leurs enfants, même si ces derniers sont déjà adultes, voire mariés. Sont également dans cette position des gens qui souffrent de ce qu'on appelle les complexes de messianisme, ceux qui ont tendance à se comporter comme des Hercules devant sauver l'humanité, cherchant à tout faire pour les autres. Troisième position de vie, je ne suis pas OK, tu es OK. C'est la position dite de dépendance, car celui qui s'y trouve se dénigre et se sous-estime tout en surestimant l'autre. Il ne voit pas ses potentialités, ses qualités, ses talents et pense qu'il ne peut réussir que sous la guide
la protection d'autrui. Autrui qui est alors idéalisé, considéré à tort de loin plus capable, plus valeureux et plus digne. Dans cette position, les relations aux autres sont toujours vécues sous le mode de dépendance, de symbiose, de confusion. On a énormément et pathologiquement peur de perdre l'estime et l'affection, la protection de l'autre. Et surtout, on a peur d'être responsable, d'être autonome. Quatrième et dernière position de vie, je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. Cette position consiste à ne rien voir de bon ni chez soi, ni chez autrui, ni dans la vie. C'est pour cette raison qu'elle est appelée la position des suicidaires, des opprimés. Puisqu'on ne voit rien de bon dans la vie, tout ce qui reste, c'est de se donner la mort. C'est donc le pessimisme à outrance. En termes cliniques, c'est la position du schizoïde, du déprimé, du schizophrène. On aura compris que seule la position de vie, la première position de vie, je suis OK, tu es OK, est celle des personnes psychologiquement équilibrées. Les trois autres positions relèvent des psychopathologies plus ou moins graves. Chacun de nous peut se retrouver dans l'une ou l'autre position de façon plus ou moins prononcée. C'est sur base de notre position de vie que nous nouons les relations avec les autres, interagissons avec notre environnement. C'est donc notre position de vie que nous transférons dans nos relations avec les autres, y compris nos relations d'aide. Les relations interpersonnelles se compliquent et échouent parfois, ou plutôt souvent, à cause de nos positions de vie. Et maintenant, voici notre deuxième question de ce jour. Comment alors gérer le transfert? Pour savoir ce qu'il faut faire pour gérer le transfert, il faut d'abord comprendre une autre notion, celle du contre-transfert. C'est quoi le contre-transfert? On parle du contre-transfert lorsque le consultant, le psychothérapeute, l'assistant social, l'enseignant, le pasteur tombe dans le piège que constitue le transfert, que celui-ci soit positif ou négatif. Cela signifie que le psychothérapeute cède aux provocations entre guillemets de son client, soit dans le sens de l'antipathie, transfert négatif, soit dans le sens de la sympathie, transfert positif. Le fait de céder aux provocations du client a une conséquence immédiate et qui peut être irréversible. Quelle conséquence? Eh bien, la sortie automatique de son rôle de psychothérapeute, de consultant. À partir du moment où il accepte, plus ou moins consciemment et sans discernement, la logique de cette sympathie, ou selon le cas, de cette antipathie, alors même qu'il dirigerait des séances d'entretien d'aide, eh bien, sur le plan psychologique, dans l'inconscient de son client, le psychothérapeute a perdu son statut de psychothérapeute. En se comportant selon la logique du transfert, le psychothérapeute devient dans la tête de son client ce parent qu'il aurait voulu aimer ou contre qui il aurait voulu se venger. Du coup, la relation d'aide peut prendre une autre orientation, prendre d'autres dimensions et finir dans une confusion des rôles où on ne saura jamais assez s'il s'agit d'une relation d'amitié, d'une relation amoureuse, ou tourner simplement au vinaigre au cas où la contre-antipathie du thérapeute venait hélas à nourrir et à attiser l'antipathie du client. Donc, le contre-transfert est la réaction du consultant allant dans le sens du transfert. Le client sollicite inconsciemment de l'affection comme s'il aurait voulu le faire envers sa mère ou son père et le consultant s'y apprête. Ou plutôt, le client manifeste de l'antipathie comme s'il s'opposait de manière inconsciente à son père ou à sa mère et le consultant réagit aussi par l'antipathie.
C'est cela le contre-transfert dans une relation d'aide. Donc, la première chose à faire est d'éviter absolument les contre-transferts. Il ne faut céder à la sympathie, moins encore à l'antipathie de son client. Vous êtes là pour l'aider à résoudre son problème, quand bien même vous ayez l'heureuse obligation de vous comporter avec antipathie et sollicitude. Vous êtes un accompagnateur, mais pas un parent, un ami, pas un ami, un camarade, moins encore un éventuel amoureux, excusez-moi. Lorsqu'il s'agit d'un transfert de la vie quotidienne, cela peut paraître assez compliqué. Mais je pense que le plus important est de tâcher de scruter la position de vie de la personne avec qui on a affaire. Est-ce que votre partenaire est dans la position de vie des dépendances, des homicides et des arrogants, des suicidaires et des opprimés? Pire, la question devient presque impossible à résoudre du moment que vous-même vous avez une position de vie psychopathologique, une position de vie qui n'est pas optimiste. Alors, comment éviter les contre-transferts dans votre relation avec votre conjoint, dans votre relation professionnelle où vous êtes chef ou subalterne, votre patron, votre ami? Pour ce qui concerne, par exemple, les relations dans la vie conjugale, vous devez vous rappeler qu'il est probable que les difficultés que vous avez dans votre vie de couple puissent naître du fait que chacun de vous est en train de répéter, sans le savoir, son histoire avec ses parents. Malheureusement, c'est comme cela que ça peut se passer parfois. Donc, en votre qualité de conjoint, vous ne saurez jamais combler ce vide affectif-là. Et surtout, mettez-vous en tête que votre conjoint n'est pas votre père ou votre mère, et vous ne serez jamais son parent. Vous êtes son conjoint et donc par définition son égal, avec qui il doit construire la vie en se comportant de manière responsable et autonome. Vous n'êtes ni inférieur ni supérieur à votre conjoint. Vous êtes certes différents, et cela à plus d'un titre, mais avec des responsabilités différentes, mais on ne peut plus complémentaires. Vous êtes différents, mais complémentaires. Vous n'êtes donc pas obligé de subir les conséquences de ce qu'aura été l'enfance de votre conjoint. Et vous ne devez pas à votre tour faire peser, n'est-ce pas, sur lui le poids de votre enfance. Mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas avoir de l'empathie ou de la compassion envers lui. Bien au contraire. Il faut donc dialoguer et cheminer ensemble autant que faire se peut. Pareillement pour une relation professionnelle ou amicale, que vous soyez subalterne ou chef hiérarchique, votre relation est censée être basée sur un contrat de collaboration où les rôles de tous et de chacun sont clairement définis. Il ne peut donc pas s'agir d'une relation où l'on se comporterait comme un parent envers son enfant et vice-versa. Cela étant, il faut d'abord examiner et comprendre votre position de vie à vous et tâcher de le rendre le plus optimiste possible. Cela autant dire que la première étape dans la gestion du transfert, c'est de chercher à comprendre votre position de vie et de veiller à ce qu'elle soit optimiste. Parvenez à vivre, à vous convaincre dans votre tête et à vivre comme cela. Je suis OK, tu es OK. Je suis quelqu'un de bien, tout le monde est quelqu'un de bien. Cela vous permettra donc d'éviter les contre-transferts. Supposons à titre d'exemple que vous soyez dans la position de vie des arrogants. Je suis OK, tu n'es pas OK. Et que votre partenaire soit dans la position de vie des dépendants. Je ne suis pas OK, tu es OK. Eh bien, dans ce cas-ci, il est fort probable que vous constituez un couple où vous serez dominateur et votre partenaire dominé, et créer ainsi une sorte d'harmonie. Mais ça ne sera qu'une harmonie, on va dire, basée sur des pathologies. Et donc, vous serez un couple
pathologiquement stable, avec le risque que tôt ou tard, ça éclate entre vous deux. La situation serait encore pire et même explosive au cas où vous aviez tous deux la position des arrogants. Vous avez la position « je suis ok, tu n'es pas ok », et pareillement lui aussi votre conjoint, votre ami, votre patron, etc., etc. Lui aussi il a la position « je suis ok, tu n'es pas ok ». Ça pourrait alors être une relation tendue, vouée d'office à l'échec, du moins si rien n'est fait. Une fois que vous aurez compris votre position de vie et celle de votre partenaire, il faudra alors travailler de telle manière que vous parveniez tous deux à la position de vie optimiste. Le problème est qu'une position, c'est ça la plus grande difficulté. La position de vie ne se change pas du jour au lendemain. Les bonnes intentions à elles seules ne suffisent pas. Il faut un travail en profondeur et parfois de longue haleine. En réalité, cela demande du temps et de l'engagement, car il s'agit de restructurer le psychisme afin de parvenir à une conception positive de soi, d'autrui et de la vie. C'est ce qui est le plus ardu. Dans la vie courante, on parle du dialogue, de l'autocritique, de la patience, de la tolérance, de l'écoute, etc., etc. Ce sont des voies et moyens utiles pour gérer les conflits consécutifs à nos positions de vie problématiques et pathologiques. Voilà pourquoi il n'est pas sans importance de recourir à un spécialiste. Il existe ce qu'on appelle la thérapie de couple, ou la familiothérapie, la thérapie de famille. On peut toujours y recourir. En conclusion, la qualité de nos relations interpersonnelles dépend beaucoup de notre position de vie. Il ne serait pas erroné de penser que la réussite ou l'échec de nos relations, quelles qu'elles soient, sont fonction, d'une part, de la qualité du transfert qui accompagne les dites relations et d'autre part, de la manière dont nous réagissons et gérons le transfert de nos partenaires. En dehors du cadre strictement psychothérapeutique ou d'une relation d'aide, le phénomène de transfert est omniprésent dans toutes nos relations, qu'il s'agisse de relations professionnelles, de relations simplement amicales ou amoureuses, voire de relations d'ordre pastoral. Si l'on veut réussir une relation, quelle qu'elle soit, on se doit d'être attentif autant à sa propre position de vie qu'à la position de vie de son partenaire. Je vous remercie beaucoup. Merci, Papa André Itandala. On va écouter ces cantiques. Manuel Kinamfumu va nous balancer un beau cantique et on se retrouve tout juste après. Échanger d'abord nos différences, partager ensuite nos talents, échanger aussi nos ressemblances, partager nos rêves les plus grands, échanger d'abord nos différences, partager ensuite nos talents, échanger aussi nos ressemblances, partager nos rêves les plus grands. Transformer nos mystères en lumière, transformer même nos nuits en jour, effacer nos étroites frontières, percevoir le grand vent de l'amour, échanger d'abord nos différences, partager.
Jean-Claude Guenada nous chante échanger d'abord nos différences et ensuite partager nos talents. Merci à Emmanuel Kinanfomo qui nous a proposé ces cantiques. Auditeurs de Radio Maria, vous qui venez de nous joindre, vous suivez l'émission Voici mon problème. Aujourd'hui, nous parlons de la position des vies et la gestion du transfert. Toujours dans le même chapitre, hein, nous avons commencé à aborder ça depuis la semaine passée. Comprendre et gérer les phénomènes du transfert dans notre vie quotidienne. Appelez-nous 082 016 35 12 au 090 68 16 742 084 10 78 364. On rappelle le numéro pour les messages, les 081 99 66 098. Nous sommes prêts déjà à recevoir vos préoccupations. On prend le tout premier texto. Voilà, un appel qui entre, on va le recevoir. Allô? 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 Bonjour, papa André. Bonjour, mon frère. Bonjour, maman Régine. Bonjour. C'est Emmanuel, hein. Je vous appelle depuis la paroisse de Marie-Auxiliatrice, à Massy. On vous écoute, Emmanuel. Je serai un petit peu en dehors du sujet du jour. Oui. J'ai un problème là qui me préoccupe. Dans ma famille, il y a la jeune sœur à madame, hein, qui avait accouché un enfant dont elle seule connaît le parent, le père, vous l'avez dit. Il s'est fait que lorsque l'enfant avait 5 ans, il est allé encore chez un autre mari. Elle a laissé l'enfant entre les mains de ses grands-parents. Je suis allé récupérer cet enfant-là et j'ai interdit à cette dernière de piétiner chez moi. Donc j'ai même coupé tous les contacts, croyant que l'enfant va essayer de revivre autrement avec notre famille. Il s'est fait que, au début là, ma fille qui n'avait que 3 ans, lui disait toujours que chez toi c'est à Mongafula, parce que mes beaux-parents habitent Mongafula. J'ai essayé de dire à la fille que désormais chez eux c'est difficile. Mais malgré ça, elle continuait. Lorsque leur grand-mère venait nous rendre visite, elle lui demandait toujours si elle était venue prendre Michel. Michel, c'est le nom du garçon. Aujourd'hui, il a 7 ans. Curieusement, le dimanche, ils étaient à table. Je ne sais pas comment ils ont commencé avec leur débat. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que ma fille, qui a aujourd'hui 5 ans là, disait à Michel, Michel, toi tu n'as pas de papa. Lui aussi a avoué, il a dit oui, je n'ai pas de papa, mais maman m'avait dit qu'elle est allée me chercher un autre papa, que je suis en train d'attendre. Maintenant, dans cet état ici, je ne sais pas qu'est-ce que je dois exactement faire. Il faut essayer de lui expliquer tout, il faut que sa mère vienne encore ou quoi là. J'ai besoin de votre aide. Merci. Merci, papa. Merci beaucoup, papa Emmanuel, la paroisse Marie-Auxiliatrice. C'est un problème très complexe, mais avant tout, je tiens à vous féliciter pour le courage et la franchise avec laquelle vous posez ces problèmes sur une place publique. Ce qu'il faut dire, c'est que cet enfant-là, Michel, il a été traumatisé du fait d'avoir vécu dans un endroit, dans un lieu où on lui rappelait toujours qui n'avait pas de père, qui n'était pas chez lui, et donc il n'était pas bienvenu là où il se trouvait. Et donc ça fait que lui-même, il a accepté ça malgré lui. Oui, je sais que j'ai pas de père et j'attends mon père. Ça veut dire que c'est un enfant qui est très probablement très traumatisé et chez qui on peut déceler beaucoup de problèmes, hein, très probablement des problèmes de comportement. Il serait souhaitable, ce que je pourrais suggérer, il serait souhaitable que vous veniez ici, si vous avez du temps, à radio, après l'émission est mardi, autour de 10h30, que nous puissions parler comme ça. Ce n'est pas je ne veux pas vous recommander une psychothérapie, mais
un échange fraternel, amical, qu'on puisse toucher certains points que je trouve sensibles, parce que vous avez donné beaucoup d'éléments et ça risque de ne pas être un problème confidentiel si jamais je me lançais dans ce sens. Alors, je vous inviterai très volontiers, amicalement, de venir un mardi, c'est plus facile pour moi. Après l'émission, venez, on peut parler, partager et voir comment suggérer certaines. Ce n'est pas une psychothérapie que je vous suggère, mais un échange d'idées et des pistes de solutions dans ce sens. Merci beaucoup, Papa Emmanuel. On continue à recevoir d'autres questions. On va prendre celui de JR. Comment faire lorsqu'on forme un couple de dominants et dominés? Et deuxième question, un couple qui a une position arrogante, comment doit-il vivre? Comment faire si on forme un couple de dominants-dominés? Eh bien, c'est un couple, comme je le disais, stable, pathologiquement stable. Et il faut l'autre, les dominer, la personne qui est dominée est mortifiée. Et la personne qui domine est prétentieuse et donc elle s'impose, autoritaire en quelque sorte. Elle peut être même dénominatrice sans agressivité, hein, manipulatrice, mais c'est elle qui dit, c'est elle qui a le monopole des décisions, etc., etc. Alors il faut peut-être, s'il n'y a pas de conflit ouvert comme ça, il faut essayer de dialoguer, que chacun, surtout la dominée là, fasse prévaloir ses droits et ce qu'elle vit vraiment dans cette relation. Au besoin, vous faire aider par votre curé, votre conseiller matrimonial, vos parents, et essayer de vous expliquer là-dessus. Si vous avez une relation dominant-dominant, c'est sûr que, comme je le disais tantôt, c'est une relation vouée à l'éclatement. Donc, personne n'est disposé, n'est prédisposé à accepter, à faire des compromis, parce que chacun est, donc, j'imagine deux paranoïaques, ça va brûler, ou deux narcissistes typiques, ça va faire mal. Donc, si on est dans une relation dominant-dominant, c'est une relation, théoriquement parlant, en tout cas, très compliquée. C'est un peu ça. Voilà. Je rappelle le numéro pour les appels 09 98 23 97 23 084 10 78 364 090 68 16 742 et le 082 016 35 12. Appelez-nous donc à ces différents numéros. Vous nous écrivez au 081 99 66 098. La thérapie du couple existe-t-elle dans notre pays? Merci pour les précisions. Autre question. Comment gérer un enfant sourd-muet parmi des enfants normaux? Permettez-moi l'expression. C'est Papa Bernard. Ok. Enfant sourd-muet. D'abord, la thérapie des couples existe-t-il dans notre pays? Je voudrais d'abord commencer par une petite précision ou clarification. Il faut faire la part des choses entre ce qu'on appelle la thérapie et la psychothérapie. On peut être thérapeute sans forcément être psychothérapeute. Quand vous allez vous êtes un couple, vous allez chez votre parent parce que vous avez un différend au sein de votre couple. Les parents utilisent les moyens qui sont à sa portée. Il vous explique les choses. Il va puiser dans son expérience, dans l'expérience qu'elle a connue quelque part chez d'autres couples. Eh bien, il essaie de vous ramener, on va dire, à la raison. Il fait une sorte de réconciliation entre vous. Vous vous retrouvez en paix, pacifié entre vous et la vie continue. Franchement, votre parent a fait
une thérapie. Il vous a aidé à résoudre votre problème. Est-ce qu'il l'a fait à la manière d'un psychothérapeute aguerri? Ça reste à vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que il vous a aidé à résoudre votre problème. Vous-même, vous avez résolu votre problème, aidé par vos parrains, votre marin, votre parrain. Donc c'est une thérapie. Est-ce la thérapie des couples existe? Bien sûr. Bien sûr, tous les travaux que font les curés, les conseillers matrimoniaux, les assistants sociaux, les amis, n'est-ce pas, les familles, ce sont des thérapies de couple. Est-ce qu'il existe une psychothérapie de... Je n'ai pas, comment dire, le répertoire de tous les psychothérapeutes du Congo pour vous dire qui sont celles qui font de la psychothérapie des couples. Et ça demanderait beaucoup de choses, beaucoup de moins. Il m'est déjà arrivé de suivre des couples comme ça, séparément, et puis ensemble, on fait ce qu'on peut faire. Donc, je peux dire que oui, la thérapie des couples existe. Comment aider un enfant sourd-muet parmi les enfants sans ce genre de handicap? Eh bien, les enfants qui ont cet handicap-là de ne pas pouvoir parler, entendre, au milieu des enfants qui parlent et qui entendent, je pense que le fait d'être au milieu des enfants qui parlent, ça peut être, je crois, un stimulus, un plus pour les enfants qui doivent communiquer avec des gestes. Ça peut être un stimulus. Mais le problème, c'est que, à un certain âge, les enfants n'ont pas la sagesse d'être empathique envers ceux qui souffrent, ceux qui sont handicapés, ceux qui vivent avec un certain handicap. Les enfants se moquent, les enfants donnent des stigmatisent, et ça peut créer un choc pour les enfants vivant avec cet handicap-là. Ça serait souhaitable que les enfants soient suivis, les enfants vivant avec cet handicap, soient suivis dans un centre spécialisé avec un personnel bien formé à ce sujet-là, pour les aider, n'est-ce pas, à s'insérer dans la société dans la mesure du possible. C'est un peu ça. On va écouter Joseph Desmarais. Bonjour, Maman Régine, bonjour papa et merci pour cette très belle émission psychologique. D'abord, il y a une petite remarque à faire que je voudrais faire. Vous, depuis le début jusqu'à la fin de votre exposé, vous utilisez le mot client à la place du mot patient. Au lieu de patient, vous dites mon client. Donc, cela signifie que pour vous, en tant que psychologue, celui qui se présente devant vous pour un transfert adéquat est d'abord un client qui vient acheter financièrement votre aide psychologique. Bref, c'est d'abord du commerce apparemment chez les psychologues. Bref, moi je préfère que vous puissiez utiliser le mot patient à la place du mot client. C'est comme si on se rendait devant un docteur. Voici ma première question. Concernant le contenu, lorsque le contenu de transfert est positif, mais dans ce contenu de transfert positif, il y a des éléments, ce contenu est composé d'éléments érotiques refoulés. Dans ce cas-là, cher papa, est-ce qu'on peut parler d'un mélange d'un contenu du transfert à la fois positif et négatif? S'il en est ainsi, comment le psychanalyste peut scinder ces cas-là en deux parties, c'est-à-dire en partie positive et négative, et arriver finalement à donner une réponse adéquate à ces deux transferts qui se retrouvent dans un même contenu? Ma deuxième question. J'ai l'impression que face au transfert du client ou du patient, comme vous voulez, le psychanalyste ne fait qu'interpréter et interpréter et interpréter encore. Est-ce qu'il ne peut pas aussi se trouver dans ces interprétations
et pousser le client à une fatalité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aussi mal interpréter. Dans un cas d'une interprétation mal interprétée, et pousser le client à une sorte de fatalité. C'est comme telle une opération chirurgicale mal opérée. Donc bref, lorsque le psychanalyste arrive aussi, parce que l'erreur est humaine, à mal interpréter tous les transferts que le patient a transférés vers lui, est-ce que ça ne peut pas être un danger pour le patient, ça ne peut pas être une sorte de fatalité pour le patient? Merci pour le match, je m'arrête là chez papa. Oui. Merci, frère Joseph de Marie. Tout au long de l'exposé, je ne parlais que de clients, non pas de patients. Dans une relation d'aide, je l'ai dit la fois dernière, je crois l'avoir dit d'une certaine façon aujourd'hui, on ne va pas consulter un psychologue ou un consultant, qu'il soit financier, juridique, un médecin, même un prêtre, parce qu'on est malade. Non. La maladie ou un trouble psychopathologique n'est pas l'unique raison pour laquelle on peut se rendre chez un psychologue ou chez son curé. Voilà pourquoi on parle du client. Donc, le patient, le terme de patient renvoie à un trouble, à une pathologie. Mais on ne va pas chez son psychologue seulement si on a une schizophrénie ou une dépression. On peut aller chez son psychologue parce que on voudrait bien organiser ses fiançailles. On voudrait bien comprendre ce qui se passe dans sa vie, etc., etc. Et ce qui fait que certains préfèrent le terme de client à celui du patient, parce que ici je ne parle pas seulement des psychothérapeutes, je parle aussi des pasteurs, je parle d'enseignants. Alors, un chef d'établissement envers son élève, ou envers un chef de service envers ce subalterne, il a des patients ou il a des collaborateurs, des clients. À vous de juger. Transfert positif avec les éléments érotiques. Est-ce que ça fait 3 fois de suite que je vais vous donner un conseil en termes, je veux dire, un peu plus explicites. Ne cherchez pas à forcer les choses, mon frère. Quand une question est claire, ça comprend et ça aide tout le monde. Pas seulement celui qui doit y répondre, et même tous nos collaborateurs, enfin, nos auditeurs qui nous écoutent. Si vous posez une question qui paraît un peu confuse, même dans votre esprit, telle que la dernière question où vous avez mis à peu près 3 minutes pour formuler une phrase, pour poser une question, ce qui fait que si vous déjà dans votre esprit, la question n'est pas tellement clair, imaginez que celui qui doit interpréter votre question, lui aussi peut être dans une confusion. La deuxième question suppose que je dois préciser des mots, des termes au moins pour vous. On parle du transfert positif lorsque ce transfert-là consiste au rapprochement. Donc, ça veut dire le patient, le client, éprouve des sentiments ou des émotions positive envers son consultant ou son psychothérapeute. Alors, ce transfert est positif. Pourquoi? Parce qu'il favorise la relation. Et en tant que positif, il peut avoir une connotation érotique. Donc, la connotation érotique n'implique pas forcément qu'un transfert soit positif ou négatif. Même un transfert négatif peut avoir une connotation érotique. On peut, n'est-ce pas, s'éloigner psychologiquement de son psychothérapeute parce que il y a il y a un peu de, il y a une sphère sexuelle, on va dire ça comme ça, qui fait que ça me rappelle quelque chose dans mon enfance qui a fait problème et cela m'amène à m'éloigner de mon psychothérapeute. Donc, les éléments érotiques ne déterminent pas un transfert positif ou négatif. Non, un transfert peut être positif ou négatif et être en même temps, avoir une connotation érotique, même positif, même négatif. Le psychothérapeute ne fait qu'interpréter. Est-ce que son interprétation peut
tromper est toujours bon. Bon, moi je ne comprends pas cette question vraiment. À quoi est-ce que vous voulez aboutir en disant, est-ce que le psychothérapeute ne peut pas se tromper? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Est-ce que quand vous allez chez le médecin, vous allez pour que le médecin se trompe ou qu'il vous soigne? Quand vous allez chez un psychologue, c'est que vous croyez qu'il peut vous aider. Est-ce qu'il peut se tromper? Il peut se tromper, il peut tomber en erreur, mais est-ce qu'il est là pour se tromper? Il est là pour aider les gens. Peut-être l'erreur dans l'interprétation, Papa André. L'interprétation de quoi? Du comportement? Oui, il peut se tromper, peut-être dans ce sens-là. Oui, mais de Marie, je comprends. Il peut se tromper, mais il est là pour se tromper? Non. C'est ça. Voilà. Et le psychologue, il a aussi ses instruments de travail. Hein. Quand vous allez chez un psychologue, normalement, à l'état actuel des choses, bon, ça c'est tout à fait technique. Il y a ce qu'on appelle des écoles théoriques. Donc vous pouvez être un psychologue avec ce qu'on appelle une théorie de base, qui peut être la psychanalyse, la psychologie humaniste, l'analyse transactionnelle, ce qu'on appelle la logothérapie, etc., etc. Mais donc vous avez votre façon à vous d'interpréter les comportements de vos patients, vos clients, selon votre théorie de base. Mais cela ne vous empêche pas, dans certains cas, de vous référer à d'autres théories. Ça veut dire que vous avez un certain nombre d'instruments qui vous permet même de faire ce qu'on appelle un diagnostic comparatif. Oui. Voilà, comparer. Oui. Donc, ça vous possède donc ça pour réduire la marge d'erreur. Oui. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous sommes presque déjà à la fin, Papa André. Est-ce qu'on va écouter? On va quand même écouter la deuxième intervention de Joseph de Marie. Devant un transfert hostile, tout à fait hostile, est-ce qu'on peut conclure qu'il est ipso facto impossible, voire même impensable, d'une analyse probable, cher papa? Merci et bonne journée. Le transfert, donc, je le disais l'autre fois, l'aboutissement d'une analyse, d'un suivi psychothérapeutique a deux facteurs, globalement. D'abord, la compétence du psychothérapeute. Deuxièmement, la motivation de l'analyser, donc de la personne qui analyse, donc le client, si vous voulez. Alors, si le client se comporte de telle façon que le psychothérapeute ne peut pas avancer, eh bien le psychothérapeute est désarmé. Oui. Mais malgré ces réticences, ces résistances et même ces mécanismes de défense, si au moins il affiche un minimum de motivation, cela, ça fait un coup de pouce pour le psychothérapeute. Donc, par définition, une analyse est impossible au cas où l'un de ces deux facteurs fait défaut. Si le psychothérapeute n'est pas suffisamment préparé, ou bien le client, il ne vient pas au rendez-vous, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que le transfert peut aussi, se manifester par le refus de se présenter. Je ne veux pas venir chez vous parce que à la dernière minute, il vous appelle, écoutez, je viens d'avoir une visite imprévue, je peux pas venir. Alors que il est dans son canapé en train de regarder sa télévision. Oui. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, il vit un transfert qui l'éloigne, négatif donc, qui l'éloigne du psychothérapeute. Donc par définition, le transfert devient un facteur de l'échec d'une relation si et seulement si il est tellement négatif que le moindre rapprochement entre le psychothérapeute et son patient devient impossible. Papa André, pour terminer. Merci à vous, Maman Régine, à toute l'équipe. Merci aux auditeurs. Donc, s'il est établi que l'homme est relation, sa vie commence dans une relation, se développe, s'épanouit, s'accomplit dans une relation, il est cependant regrettable que toutes les relations ne sont pas de nature à favoriser cette vie. Il y a des relations qui échouent. Et parmi les raisons de l'échec d'une relation, c'est le problème de transfert. Alors, au niveau de famille, au niveau des amitiés, même au niveau de notre foi, au niveau de nos
milieu de travail, eh bien, les problèmes de transfert est toujours présent. Qui veut réussir sa relation doit être en mesure doit être capable de faire une certaine introspection, essayer de comprendre sa façon privilégiée, préférentielle de se concevoir, de s'apprécier, d'apprécier les autres et d'apprécier la vie. Et c'est seulement à cette condition, il peut être en mesure d'être vraiment ouvert aux autres et savoir amortir les chocs qui peuvent naître d'une relation à cause des transferts. Donc, nous sommes appelés ici à être attentifs à notre position de vie pour pouvoir gérer nos relations au mieux. Je vous remercie beaucoup. Merci. Si vous voulez continuer, permettez-moi, oui, vous pouvez appeler au 085 044 22 39 ou bien vous faites le 082 20 029 18. Merci et à très bientôt. Merci Papa André d'avoir été des nôtres. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis de partout. Vous avez participé en posant des questions. Grand merci et merci pour la fidélité que vous avez à Radio Maria. La rediffusion de l'émission, ce sera donc dimanche à partir de 13h, heure de Kinshasa, je précise. Et on va se retrouver le mardi prochain toujours dans le même plaisir.